Nous avons donc notre keynote mentoring Data IA, quels usages pour scaler son business et améliorer l'expérience client. L'IA a d'ores et déjà démontré son efficacité au cours des dernières années, permettant à de nombreuses entreprises de se développer sur des bases solides. Les usages et les use cases sont nombreux et scalable. De son côté, l'IA générative plus récente est en train de provoquer une véritable révolution industrielle. Bien que parfois perçue comme une menace, son utilisation offre de nombreux avantages pour faire évoluer le modèle économique des entreprises, automatisation des tâches, renforcement des fondations commerciales, amélioration aussi de l'expérience client, ça vaut en B2B et en B2C. Nous avons une très belle table ronde qui est donc animée par notre coordinatrice éditoriale plénière de Paris Retail Week et consultante éditoriale Content Story. Et nous allons accueillir notre mentor, qui est la directrice générale France, UK et Irlande pour Zalando, et aussi la directrice produit et data Back Market. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement sur scène Claire Dolez, Laura Toledano et Amandine Dur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce mentoring. Alors, j'ai eu l'occasion d'accueillir tout à l'heure le premier mentor, Cyril Hérold de McDonald's France pour le design et l'agencement. Maintenant, c'est l'heure de parler de data et d'IA et d'avoir à mes côtés Laura qui me fait le plaisir de nous rejoindre, d'avoir été mentor tout au long de cette année, parce qu'il faut le savoir quand même que c'est une préparation de longue haleine, hein, cette année qu'on vous concocte. Donc, merci vraiment Laura d'être parmi nous et d'avoir accepté d'être mentor. Bonjour à tous. Et Laura, elle a décidé d'inviter à ses côtés Amandine de chez Back Market. Donc, bienvenue également sur le plateau. Alors, bon, vous connaissez Zalando et Back Market, mais je pense que ça vaut quand même le coup que vous vous présentiez à nouveau, nous parler quand même de vos périmètres de fonction, et puis aussi, en fait, les marques, elles évoluent aussi quand même beaucoup dans le retail. Peut-être nous parler chacune de ce qu'est aujourd'hui l'ADN de vos entreprises, véritablement ce qu'elles incarnent, en tout cas comme valeur. C'est important, je pense. Alors, je vais commencer. Donc, bonjour, moi je suis Laura Toledano, je suis la directrice générale de Zalando en France, au UK et en Irlande. Donc, Zalando, ça a été créé en 2008 par David Schneider et Robert Gens, c'est une entreprise allemande. Aujourd'hui, Zalando, c'est quasiment 15 milliards d'euros de volume d'affaires. C'est présent dans 25 pays européens, c'est 50 millions de consommateurs. Alors, l'objectif de Zalando, c'est d'être la plateforme numéro 1 sur la mode et lifestyle en Europe, ce qu'elle est déjà aujourd'hui. Et si tu parlais de valeurs, les valeurs de Zalando, c'est des valeurs... Ah, pardon. Après, je vais vous montrer. Ah, bah oui, c'est beaucoup mieux, non? Donc, les valeurs de Zalando, c'est des valeurs, d'innovation. Voilà, je pense que... Ouh là 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 là, excusez-moi. On a augmenté le micro, donc là, on le rebaisse un peu. Voilà. Donc, je pense que ce qui fait la force de Zalando, c'est vraiment la façon dont nos fondateurs ont développé le business. En effet, quand ils ont créé l'entreprise en 2008, ils ont décidé de placer la tech et la logistique comme fondation indispensable à leur business, qui a permis d'avoir des fondations extrêmement solides et un business complètement scalable dans l'ensemble des pays européens. La brique assortiment est finalement venue un peu plus tard. Aujourd'hui, on est dans une deuxième phase, j'ai envie de dire, de développement de notre business, qui est une phase orientée sur la qualité, où on va chercher absolument à répondre aux attentes de nos consommateurs en leur proposant à la fois une offre qualitative, une expérience qualitative, et ça passe énormément par la tech et les développements de l'IA et la data. Et je laisse du coup Amandine prendre le relais. Amandine. Merci beaucoup. J'espère que le micro, ça va? Oui, c'est parfait. OK. Bon. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Amandine Dur. Donc, je suis la directrice produit et data chez Back Market. Donc, Back Market, en 2 mots, on est la place de marché leader dans le monde de l'électronique reconditionnée. On a été créé il y a 10 ans. Donc, on va bientôt en fait, célébrer nos 10 ans d'existence. Et en 10 ans, on n'a pas chômé. On s'est lancé dans 18 pays actuellement. On touche 10 millions de clients. Et voilà, c'est une catégorie qui n'a eu de cesse d'augmenter et de se créer et de faire partie de la vie quotidienne des gens depuis notre création. Donc vous êtes peut-être familier de Back Market avec votre smartphone. J'espère que parmi vous, il y en a qui ont des smartphones reconditionnés entre les mains. Mais chez Back Market, il y a beaucoup plus d'autres catégories. En fait, on vend plus de 200 différentes catégories de produits. Donc ça va de les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux et
aussi, on touche des plus larges catégories comme je sais pas, les aspirateurs ou tout ce qui concerne le monde de la maison. Donc voilà, plus de 200 catégories. Et je pense que depuis notre création, on a eu de cesse vraiment d'éduquer et d'évangéliser sur ce que c'est que la catégorie du reconditionné. Avec des arguments très simples que sont, le reconditionné, ça va être des prix très intéressants, jusqu'à 70% de discount. Ça va être un achat plus vertueux pour la planète. On sait qu'acheter un smartphone reconditionné, par exemple, c'est économiser 90% d'émissions de carbone, donc c'est significatif. Et enfin, il y a une notion de qualité qui est au cœur de la mission de Back Market depuis qu'on a été créé. On a des standards de qualité très élevés que l'on ne cesse d'augmenter dans l'année, puisque évidemment la clé, c'est de donner confiance. Et au-delà de la confiance, c'est aussi de donner envie. Voilà, donc une particularité de Back Market, pour ceux d'entre vous qui nous connaissent déjà, c'est d'apporter beaucoup de soins à notre marque, à notre façon de nous exprimer auprès de nos utilisateurs, que ça se retrouve autant dans nos campagnes que dans notre expérience. Et voilà, si je zoome un peu sur mon rôle, moi chez Back Market, je suis justement en charge de cette expérience. Comment on crée la meilleure expérience possible pour nos clients, sur notre site web, sur notre app, mais aussi pour nos vendeurs. Donc on a à peu près 1500 reconditionneurs partout dans le monde. Et comment est-ce qu'on facilite leur prise en main de Back Market, de la marketplace, et comment on accroît leur business avec nous. Ça fait partie aussi de notre mission. Et puis toute la partie data, pour essayer de mettre un peu de compréhension, d'intelligence dans nos interactions avec nos clients, nos fournisseurs, nos sellers, etc. Et évidemment, ouvrir les portes vers beaucoup d'innovations, et notamment autour de l'AI. Et désactiver, c'est bon. De micro, j'ai un micro HF, voilà, mais ça semble aller comme il faut. On va rentrer dans le vif du sujet. On est là pour parler de data et IA. Vous incarnez d'ailleurs cette thématique. J'aimerais avoir votre regard parce que ça a longtemps été perçu finalement comme une menace. Aujourd'hui, elle est au cœur de toutes les discussions. Quel est votre regard ? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on parle beaucoup d'IA ces derniers mois, ces dernières années. L'IA, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de n'importe quel e-commerçant depuis le tout début. En effet, il y a deux types d'IA. Je suis désolée, je vais On va switcher, on va couper celui-ci. Alors, voilà. Oui, ça marche. Désolée, le micro Madonna, c'est pas pour moi. Je ne sais pas encore aussi bien chanter et danser qu'elle. Donc, du coup, oui, ce que je disais, c'est qu'il y a un peu l'IA classique. L'IA classique, c'est l'IA qui va finalement récupérer un ensemble de données, qui va l'analyser de manière intelligente et qui va, grâce à ça, pouvoir améliorer l'expérience client. On a vu de l'IA un peu partout, que ce soit dans l'allocation des marchandises en logistique, que ce soit dans la personnalisation. Nous, on l'utilise énormément aussi pour améliorer l'expérience client, pour donner des conseils de taille, etc. Mais c'est ce qu'on appelle une IA plutôt classique. Et puis il y a l'IA générative, qui là est beaucoup plus récente, qui donne accès à un monde d'innovation, à un monde de changement, mais qui doit finalement s'appréhender aussi, puisque même si on voit très vite des résultats, finalement pour que ce soit des résultats qui aient un vrai impact pour les clients, ça peut prendre un peu de temps. Amandine, un regard aussi sur... Je rejoins complètement ce que vient de dire Laura. Je pense que c'est une question de maturité et peut-être, donc effectivement, chez Back Market, on a aussi travaillé depuis de nombreuses années sur tout ce qui est IA prédictive. Donc c'est par exemple au cœur d'une fonctionnalité qu'on a sur le site qui est la Backbox ou la Buybox, et donc qui est en fait cet algorithme qui attribue une vente à un marchand. Voilà. Mais ensuite, je pense que pour nous, la différence... c'est vraiment une question de où est développée cette IA. Et avec tout ce qui est prédictif, modèle qu'on utilise jusqu'à présent, c'est beaucoup développé en interne. Donc c'est quelque chose qu'on a forgé au fur et à mesure du temps, et c'est des modèles qu'on contrôle à 100% en interne. La vraie différence avec l'IA générative, c'est que c'est des modèles sur étagère. C'est des choses qui existent en dehors, qui ne sont pas développées en interne par nos équipes data, nos équipes machine learning, et ça c'est très nouveau. Voilà, donc c'est un peu la chose nouvelle, mais bon, je pense que sur un sujet comme ça, comme sur tant d'autres, la meilleure façon, c'est d'essayer. Donc c'est ce qu'on fait. Il faut trouver évidemment des choses qui soient utiles à développer, mais il faut essayer. Il faut se jeter à l'eau, il faut tenter, innover et voir ce que ça donne. Alors, il est question justement d'IA générative pour ma prochaine question. On en parle beaucoup. En quoi et comment elle est en train de provoquer ce qu'on appelle, une véritable révolution industrielle ?
Alors, nous, chez Zalando, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait partie de l'ADN de Zalando, c'est de mettre le client au cœur de toutes nos réflexions, depuis le J1, j'ai envie de dire. Et donc là, c'est la même chose avec l'IA générative. Quand on a commencé à travailler sur le sujet, pour nous, la priorité, c'était de faire en sorte que ça réponde à un besoin client et que ça améliore son expérience en ligne, tout simplement. Donc, on a très vite travaillé sur un projet qui est un chatbot finalement génératif et qui permet d'envisager le e-commerce avec une conversation. Normalement, en tant que client, c'est à vous de vous adapter au site internet que vous fréquentez. Vous devez comprendre comment sont faits la navigation finalement, ou la barre de recherche. C'est à vous de vous adapter à la machine. Et là, on s'est dit, non, pour une fois, ce sera à la machine de s'adapter au client. Donc, vous ouvrez cette petite conversation et vous posez votre question avec vos mots, avec votre langage, avec votre vocabulaire. Et vous pouvez poser toutes sortes de questions du type j'ai un événement professionnel aujourd'hui, recommande-moi une tenue. Et puis là, va s'engager une conversation. Ok, quel type de tenue? Est-ce que tu es plutôt tailleur-pantalon? Est-ce que vous préférez plutôt une robe? Quelles sont les marques que vous aimez? Donc, on va travailler comme ça, on va échanger avec ce petit chat et on va faire une sélection. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, comme tu le disais, c'était uniquement des données qui venaient de l'extérieur. Là, on travaille très étroitement avec OpenAI pour aussi mêler les informations de l'extérieur avec les données de nos clients. Ce qui fait qu'il y a une personnalisation aussi dans cette recommandation. Donc on va regarder vos historiques d'achat, on va regarder ce que vous avez navigué, ce que vous avez regardé en naviguant, on va regarder ce que des personnes similaires à votre profil ont également acheté ou regardé. Et de là, les recommandations qu'on va vous faire sur ce chat vont être encore plus pertinentes, vont vous permettre finalement de naviguer en vous amusant. Amandine. Alors, si je reprends un peu les deux thèmes, c'est-à-dire il y a des outils d'IA qu'on utilise depuis très longtemps et ils ont déjà prouvé leur valeur business. Donc encore une fois, tout ce qui est intelligence artificielle avec des modèles de prédiction, ça fait partie 100% et ça a même été au cœur de la croissance de Back Market. C'est comme ça qu'on a pu, par exemple, aborder tout ce qui est flux de produits à l'échelle européenne. Comment est-ce que soudainement un reconditionneur allemand peut se mettre à vendre en Espagne, par exemple? Tout ça, c'est en optimisant notre moteur de Backbox qu'on a réussi à le faire. Donc encore une fois, ça, c'est maîtrisé et ça a prouvé sa valeur business. Si on regarde plutôt du côté de l'IA générative, alors je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas prouvé encore sa valeur business. Voilà. Mais on est en train de regarder, et je pense encore une fois, qu'il faut juste sélectionner quelques cas d'usage, tester, se faire une opinion, et de là, de fil en aiguille, aller trouver où est-ce qu'il peut y avoir de la valeur. Alors, quelques exemples de choses que l'on teste. Alors, comme l'a dit Laura, effectivement, le catalogue, et quand on gère dans une marketplace beaucoup de produits, plus de 500 000 produits, c'est quand même assez tentant d'aller essayer de mettre de l'IA dans le catalogue. Donc, un premier truc qu'on est en train de tester et qui marche bien, qui a l'air d'être très prometteur, c'est d'essayer de taguer tous nos produits grâce à ChatGPT, liés aux données de notre catalogue. Et soudainement, en fait, ça devient extrêmement facile d'avoir en face de chaque ligne de produit que l'on met en stock, ces caractéristiques, ces labels, et aussi, par exemple, ces caractéristiques plus liées à l'usage, et pas non plus des choses techniques. Donc, par exemple, ordinateur avec un processeur génial pour des gamers. OK. Ça, c'est super. Si on peut mettre à l'échelle tout ça, est-ce que justement l'IA générative peut nous permettre de faire? Ça ouvre la voie à une expérience client beaucoup plus enrichie, beaucoup plus à la portée de tout le monde et pas simplement auprès de spécialistes. Ça, c'est un premier usage qu'on développe, donc vraiment tout ce qui est autour de gestion de notre catalogue, enrichissement de notre catalogue. Le deuxième usage qu'on développe à partir d'IA générative, c'est tout ce qui est service client. Alors, plusieurs exemples qu'on a pu tester là-dedans. Alors, notamment, on se sert et on met en concurrence du reste, Gemini et l'IA de Google et ChatGPT, sur la détection de claims clients, donc de contacts et de conversations qu'on a pu avoir entre nos agents et nos clients. Et on essaye de voir s'il y a des usages, des signaux faibles, des choses qui remontent de façon beaucoup plus précise, en réduisant énormément les faux positifs, et de manière à répondre de façon encore plus pertinente, précise, rapide à nos clients. Ça, c'est des choses vraiment qui sont très concluantes et qui commencent à porter leurs fruits. Et de la même manière, autour de l'expérience du service après-vente, du service client, maintenant, on a de l'IA qui répond en première question pour essayer de voir s'il n'y a pas des questions évidentes qui peuvent être dont on peut trouver une solution. Par exemple, l'éternel « où est mon colis ?»
dans beaucoup de cas, en fait, il n'y a pas besoin d'un agent derrière pour répondre. La réponse, elle est à portée de main et une IA peut l'apporter. Donc ça, on le teste. Et puis ensuite, on a des voies qui bifurquent vers des agents, évidemment, si la conversation se complexifie et si l'IA ne peut pas répondre. Donc voilà, pour l'instant, autour de catalogue et de service client, c'est là où il y a les pistes les plus concluantes. Merci Amandine. Laura, du côté de chez Zalando, quels sont les nouveaux usages? Comment est-ce que vous l'utilisez concrètement dans l'entreprise? Alors, j'ai parlé du chatbox et de ce que nous on appelle le personal shopper online ou le fashion assistant. Il y a un autre cas d'usage qui est aussi intéressant, c'est ce qu'on appelle TrendSpotter. Donc l'idée, c'est que, encore une fois, il y a quelques années, le e-commerce était développé simplement avec des propositions de convenience. C'est-à-dire à partir du moment où vous livriez vite votre client et que vous pouviez accepter ce retour, ça vous suffisait pour faire de la croissance. Et donc un peu, c'est développer les plateformes qui faisaient de l'inspiration, comme les réseaux sociaux, et les plateformes de e-commerce qui étaient plutôt de la transaction. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus rester dans cette dualité. On a besoin d'inspiration directement sur la plateforme pour pouvoir engager notamment la Gen Z. On sait que 2/3 des clients de la Gen Z vont chercher de la qualité, de l'inspiration directement sur les sites qu'ils fréquentent. Donc c'est très très important de l'adresser. Et donc dans ce cadre-là, on a développé l'application TrendSpotter et tous les mardis, sur le site de Zalando, vous allez découvrir les produits qui ont été le plus cliqués, aimés, achetés par grande ville et par grande capitale de mode européenne. Donc on a Paris, on a Stockholm, on a Copenhague, etc. On en a plusieurs. Et ce qui permet à vous, utilisateurs, de vous faire inspirer, de regarder et de vous amuser un peu comme en mode story, d'aller voir produit après C'est pas basé produit. sur les ventes, on est d'accord? Alors, il y a des ventes qui sont dedans, mais il y a aussi les clics. D'accord, c'est ce qui est convoité en fait. C'est là vraiment où il une y a appétence. Nous, ce qu'on appelle les interactions. Ouais. Il y a eu finalement, le client a cliqué dessus, l'a mis à sa wishlist, l'a mis à son panier, l'a acheté, l'a visité. Voilà. Okay. Et tout ça combiné, on va prendre toute la data et on va pouvoir présenter à nos clients ce qui est le plus remarqué dans les capitales européennes. Merci. Et du côté de chez Back Market, est-ce Oui. qu'il y a encore d'autres Alors, j'en ai mentionné quelques-uns. Il y en a un autre qui est en test aussi, qui je pense peut être très intéressant. J'imagine que l'audience qu'il y a ici, vous êtes tous assez familiers avec ces indicateurs de NPS, donc Net Promoter Score, ou comment en fait on essaye de sentir, mesurer la satisfaction des clients. Donc la satisfaction, on la mesure évidemment à plein de moments différents du parcours. On peut la mesurer justement quand on a une interaction avec le service après-vente ou quand on a eu juste une interaction avec le site, quand on a acheté, quand on a reçu son produit. C'est plutôt à ce moment-là qu'on envoie le fameux questionnaire de NPS. Et on est en train en fait de développer en interne ce qui pour moi va devenir les NPS de l'avenir ou les notations de service client de l'avenir, c'est-à-dire des indicateurs beaucoup plus profonds, avec beaucoup plus de data, et qui évitent énormément de biais que nous donnent aujourd'hui les indicateurs qui sont purement déclaratifs, donc que sur un petit échantillon, comme peuvent l'être le NPS. Donc en fait, le principe, il est assez simple, même si ensuite c'est une autre histoire pour la réalisation et pour la mise en pratique, mais c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Comment, en fait, on capture beaucoup plus de signaux. Ça vient, par exemple, des revues des clients. Quand on vient de faire un achat, on peut laisser une revue. Ça vient de la notation auprès du service client. Ça vient de l'analyse des conversations avec le service client. Comment on agrège tout ça? Comment on le pondère pour, en fait, avoir un score de satisfaction du client qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la relation avec le client, qui va, par exemple, nous permettre aussi d'avoir un peu de prédiction sur la base de toute cette data, comment on sait si, oui ou non, c'est un indice, un signe fort que ce client va réacheter. Voilà, c'est exactement ce genre d'indicateur que l'on est en train de construire grâce à l'IA et que j'aime bien appeler les NPS de demain, quoi, ou la mesure de satisfaction client de demain. Et encore une fois, pour nous, c'est capital de comprendre la satisfaction client et c'est aussi un outil hyper fort de prise à la décision. Parce que soudainement, si dans cet indicateur un peu composite, vous vous rendez compte que ce qui joue le plus dans la rétention de demain, c'est un super service client, et vous allez investir beaucoup plus là-dedans. Et vous parliez du réachat, je me permets, parce que c'est quelque chose qui est très important. On parle aujourd'hui beaucoup de RSE, mais en tout cas, vous êtes dans un secteur où on parle de reconditionner. C'est important aussi d'être dans cette confiance pour le réachat ou tout simplement pour dire achetez mon article, en fait. Il est gage de qualité. Absolument. Et puis, avec la particularité, encore une fois, d'être dans le monde du reconditionné.
donc où les gens comparent systématiquement avec acheter neuf et également acheter reconditionné dans d'autres plateformes, parce que la catégorie s'est énormément évangélisée dans les 10 dernières années, et c'est super, on en est tous très heureux. Vous me parliez aussi d'un taux de défectuosité qui avait baissé ces derniers mois. Oui, enfin c'est depuis des années. Des années, allez, on y va. En gros, voilà, un des indicateurs clés que l'on regarde chez Back Market, c'est ce qu'on appelle le taux de défectif. Donc, quel est le pourcentage de devices qui sont passés entre les mains de nos clients et puis qui ont eu un problème. Et donc, ce chiffre était, il y a 10 ans, assez élevé, il faut le reconnaître, il était autour de 15%. Aujourd'hui, il a radicalement baissé depuis ces 10 dernières années. On est en dessous de 4%. On est en fait à un niveau comparable avec l'électronique neuve. Donc ça, c'est évidemment une amélioration fondamentale pour nous. Et c'est vraiment ce sur quoi on continue à travailler ardemment tous les jours. Donc finalement, on peut appréhender l'IA générative comme vraiment un vecteur d'optimisation de l'expérience client. Oui, et de prise de décision. Oui, de prise de décision. Quel conseil vous donneriez finalement pour bien l'aborder, parce qu'il y a encore des tas de personnes qui se posent des questions. Comment en faire un bon usage, comment l'aborder, et aussi quels sont les résultats aussi observés, puisque vous avez quand même une certaine maturité par rapport à vos entreprises. Alors, nous, c'est vrai qu'on a la chance chez Zalando d'avoir mis vraiment la tech au cœur de notre développement. C'est 3000 personnes aujourd'hui chez Zalando qui ne travaillent que sur ça. Donc, c'est vraiment au cœur. Et je pense qu'il faut en tirer parti. C'est-à-dire qu'on est une entreprise qui a les moyens d'investir, les moyens de faire des tests, d'essayer des choses qui parfois fonctionnent moins bien. Et donc, du coup, il faut aussi... nous, on est ravis de partager toutes ces expériences, de donner des informations et en faire bénéficier surtout nos partenaires. Zalando existe aussi parce qu'ils ont les plus belles marques, parce qu'on a les plus belles marques et qu'on distribue ces marques sur notre plateforme à nos 50 millions de consommateurs. Et si on peut faire bénéficier les marques de cette expérience, de ce niveau d'investissement, et voilà, on en est ravis. Je pense qu'il y a aussi une notion de transmission, d'accompagnement d'un marché. On sait qu'on est dans une situation parfois difficile aujourd'hui en France comme en Europe, des marques qui sont en difficulté, une concurrence accrue. Et donc, finalement, s'associer comme ça entre les marques et les plateformes et donner accès à notre technologie est aussi pour nous important de créer un écosystème global en Europe. Amandine ? Alors, quelques conseils, en tout cas, ce qu'on essaye de mettre en œuvre chez Back Market, c'est un peu ce que je disais au début. Déjà, il faut tester. Donc, on ne peut pas se rendre compte de la portée d'une innovation, de la portée d'une nouvelle technologie, si on ne se l'approprie pas un minimum. Donc évidemment, la beauté de ChatGPT ou autre, c'est que, encore une fois, c'est sur étagère. Donc ça ne nécessite pas forcément beaucoup de ressources pour se mettre à l'utiliser. C'est une chance. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les technologies. Donc tant mieux. Donc il faut un peu se jeter à l'eau et essayer. Ensuite, moi je pense que le principe quand même fondamental, c'est qu'il faut que ce soit utile. Hein, ce n'est pas juste pour la beauté de la tech. On n'a pas le luxe de pouvoir faire ça. Donc il faut quand même vraiment avoir des cas d'usage, des cas business concrets, pour que les tests soient concluants in fine. Donc, c'est vrai qu'on teste aussi pas mal en interne des outils de productivité, d'accès à la documentation, etc. C'est bien, ça permet de se faire la main, mais in fine, ce qui prouvera la valeur d'une technologie, c'est si elle rapporte du business, quoi. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on essaye de chercher et de prouver avec l'utilisation de l'AI. Et ensuite, peut-être qu'il y a un dernier élément qui est important, et en tout cas qui nous tient beaucoup à cœur chez Back Market, c'est de mesurer ce qu'on fait. Et la mesure de l'usage de l'AI générative, elle est business, comme je l'ai dit, mais elle est aussi environnementale. Parce qu'on est tous évidemment conscients, enfin j'espère, que les IA génératives sont énormément gourmandes en énergie. Pour faire marcher un modèle, pour le maintenir dans le temps, c'est vraiment pas trivial d'un point de vue impact écologique. Donc il faut mesurer ce qu'on fait, c'est très important, mesurer l'impact qu'on a autant business, encore une fois, est-ce que c'est utile, et autant environnemental. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc par exemple, on sait que sur l'année écoulée, nos usages de l'AI générative, ça a été l'équivalent de la consommation d'un gros frigo en électricité. Bon, ça va encore, on arrive à dormir avec ça. Mais voilà, il ne faut pas y aller juste naïvement. Il faut vraiment se doter d'une connaissance à la fois de l'impact qu'on veut avoir d'un point de vue business et puis d'un point de vue environnemental.
Et moi, si j'avais un autre conseil, c'est de ne pas vraiment avoir peur. Je sais que toutes les nouvelles technologies sont un peu effrayantes, mais ça, on avait aussi peur d'Internet dans les années 90. Et finalement, c'est qui n'utilise pas Internet aujourd'hui? Donc c'est normal d'avoir un peu peur. On parle souvent de la machine qui va remplacer l'homme, etc. Non, sachez que même dans les IA génératives, même dans tout ce qu'on peut proposer pour améliorer l'expérience client, on aura toujours besoin de personnes qui vont checker ce que l'IA générative produit. Et puis, ça va créer des nouveaux métiers. Et je ne serais même pas capable de dire aujourd'hui quels sont tous les métiers qui vont se créer grâce à l'IA. Laura, Amandine, important. c'est au-delà de la menace, vous me disiez plutôt l'appréhender comme un véritable game changer, en fait. Ah oui, très clairement, ça va changer la façon dont on consomme complètement, mais dont on travaille aussi. Ça va changer nos entreprises, ça va changer notre quotidien, mais pour du mieux. Après, à nous voilà, ça va mettre du temps. Je pense qu'on a l'impression que ça va venir du jour au lendemain. Je pense que vous allez avoir une thématique IA data encore pendant quelques années à la Paris Retail Week et bientôt NRF Europe. Hein. Donc, du coup, je pense que c'est un sujet qui a vocation à mûrir, à se développer. On va apprendre en marchant, quoi. Ça va pas être du jour au lendemain. Et donc on sera encore là l'année prochaine. Bah, c'est une bonne nouvelle alors. Est-ce que vous avez des questions à poser à Amandine et Laura? Il nous reste 4 minutes avant d'enchaîner sur la keynote suivante. Mais j'ai envie de dire, ça a l'air d'avoir été plutôt très clair. Merci en tout cas pour cet éclairage. On a pu voir, hein, finalement c'est un sujet qui est redondant, mais en tout cas, on voit au travers de vos deux entreprises des prismes différents et c'est une révolution qui est complètement encore en marche finalement. Oui, et je pense qu'on a quand même on a tous ce point commun de vouloir améliorer l'expérience de nos clients par l'inspiration, on améliore le taux de retour avec des meilleures recommandations de taille. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un gros sujet chez Zalando. Chez Back Market, c'est plutôt c'est comment consommer mieux et adresser tous les sujets de demain. Donc on a tous ce point commun de vouloir utiliser l'IA pour le mieux. Et ça, je pense que c'est quelque chose, du coup, de très positif. Je crois qu'il y a une question. Ah, il y a une question. Alors, levez-vous, s'il vous plaît. On va venir vous donner le micro. Et si vous pouviez juste vous présenter. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Inès Joao. Je suis facilitatrice de cohésion sociale. C'était très inspirant ce que vous avez dit. Et j'aurais aimé savoir si vous avez eu des perceptions de vos clients, donc des utilisateurs qui se sont rendus compte qu'ils parlaient à une IA, une chatbot, et qui se sont fermés, donc qui pouvaient être réfractaires à cette utilisation. Alors, moi, côté Zalando, quand on va sur ce chatbot, il est évident qu'on a affaire à une machine qui semble humaine, certes, puisque c'est une vraie conversation qui s'enclenche. Ça reste une machine. Et non, pour le moment, on n'a reçu aucun retour client négatif, en tout cas pas qui est remonté à notre niveau. Donc non, je pense que le client s'y fait, plutôt s'amuse. L'idée, c'est de créer un peu de fun aussi dans l'expérience. Et du coup, pour le moment, tout est plutôt positif. Non, pas du tout non plus. Pas du tout. On a une autre question, s'il vous plaît. Allez-y. Je vous en prie, levez-vous pour qu'on puisse bien vous voir. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte Belot-Devers. Je travaille chez It's the Cake Studio. On crée des expériences immersives. On pourrait croire que c'est un peu éloigné de l'intelligence artificielle, mais on est quand même assez liés dans les sujets. Moi, j'ai une question à vous poser parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça ouvre énormément à la créativité et à la possibilité de se rapprocher des clients. Mais comment est-ce qu'on peut personnaliser? Parce que au niveau sans avoir les données du client en elle-même. Ce que je veux dire, par exemple, c'est en fait, on peut avoir des données générales et donc personnalisées dans un chat. Mais après, comment revenir vers le client avec cette personnalisation si c'est un client prospect qui n'a pas ouvert de compte chez Zalando ou chez Back Market? Alors, nous, évidemment, il y a une expérience, nous, ce qu'on appelle New Customer, donc un nouveau client Zalando, qui va avoir accès à une expérience plutôt générale, même si on va très rapidement, grâce à ses premiers clics, grâce à la façon dont il navigue, identifier des groupes de clients qui lui ressemblent pour lui adresser une sélection qui lui ressemble. Et puis après, il y a aussi l'expertise de nos experts chez Zalando. Et donc, l'offre que vous allez retrouver, par exemple, en France, n'est pas tout à fait la même offre que vous allez retrouver en Allemagne, puisqu'on va s'adapter aussi localement à ce qui résonne avec les clients. Donc il y a à la fois l'expertise humaine, à la fois des groupes de clients qui ressemblent, et on essaye au mieux de l'engager, de récolter un maximum de clics et d'informations pour que l'expérience soit encore plus personnalisée demain. Oui, je pense que la clé, c'est vraiment de combiner les sources de données d'Internet que propose sur étagère un chat GPT avec ses propres données à soi. À un moment, c'est comme ça qu'on arrivera à la meilleure expérience.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas à toutes les deux. Merci, on peut vous Merci applaudir. beaucoup. Merci pour ce partage d'expérience. Je rappelle qu'on peut retrouver Laura sur le podcast Les Voix du e-commerce. Merci beaucoup.